Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, blocage ou incompréhension. Pour nous éclairer sur la question, nos invités sur ce plateau, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, porte-parole de la CME, Ibrahim Ag Hoth, porte-parole de la CMA, Abdelrahman Ben Mamata Touré, avocat. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. 175 éléments de la coordination des mouvements de l'entente du Mouvement pour le salut de l'Azawad, de Gandaïzo ou encore de la CMFPR2 n'ont toujours pas eu l'autorisation de la CMA pour rentrer dans la ville de Kidal. Si ces groupes non signataires parlent de blocage, la CMA, elle, parle plutôt d'incompréhension de la mesure de 2017 sur l'intégration de ces mouvements dans le MOC. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Mohamed Ousmane. Quelles sont les raisons concrètes de ce blocage à Kidal? Tout d'abord, merci beaucoup à Studio Tamani d'avoir organisé ce débat. Je salue tous nos auditeurs et auditrices. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé à Kidal, il faut rappeler un peu l'historique des processus de mise en œuvre de l'accord depuis quelques années, depuis la signature. Et vous savez, depuis la signature, le comité de suivi lui-même, pour qu'il soit mis en place, il nous a fallu 8 mois. 8 mois, et qu'est-ce qui s'était passé? Et la CEMA, à un moment donné, la plateforme ne voulait pas que tous les mouvements siègent, notamment ceux qui avaient signé le 15 mai. Cela a pris beaucoup de temps, ça fait 8 mois pour qu'on puisse régler cette question. Après, il y a eu la situation du MOC. Quand cette question a été réglée, on pensait que c'était fini, la question à laquelle on a donné finalement le nom d'inclusivité, pour nous, c'était réglé. C'est avec le MOC des Gao, où il a fallu vraiment des rapports de force, malgré la CPA, la CMFPRD et tous les autres mouvements, MSA, CGA et autres, qui aujourd'hui constituent la CME, malgré les rapports de force qui nous a été obligés. En tout cas, on a eu gain de cause. 75 pour la CMA, 75 pour ceux qui sont venus de la plateforme. C'est comme ça que le problème a été réglé. Donc pour nous, c'est fini avec Kidal et Tombouctou, ça va couler, quoi. Il y a déjà une jurisprudence, il y a un accord, c'est réglé et puis ça allait aller, quoi. Maintenant, nous avons été tous surpris, effectivement, quand à Tombouctou, ça passait normalement, les combattants sont enregistrés sans difficulté, et qu'à Kidal, qu'on nous parle d'incompréhension ou de manque de communication ou ceci. Je crois qu'il faut chercher autre raison, qui ne sont ni l'incompréhension, ni le manque de communication, parce que nous siégeons tous dans les mêmes organes. Ces questions ont fait l'objet de débats à tous les niveaux. Gao et Tombouctou ne peuvent pas comprendre et que Kidal ne comprennent pas. Moi, je crois que la question aujourd'hui, c'est de mettre un peu sur la table la question de sincérité et de bonne foi de l'ensemble des acteurs par rapport à la mise en œuvre de l'accord, par rapport à l'inclusivité, qui est aujourd'hui un des éléments essentiels qui puisse garantir la paix, parce que le manque d'inclusivité construit la frustration, développe la frustration, qui peut à la longue nous amener vraiment sur des situations qu'on ne souhaite pas. Donc effectivement, nous avons eu connaissance d'un communiqué de la CEMA via les réseaux sociaux, où il parle de manque de coordination ou de communication, je sais pas, en tout cas suite à une lettre qui a été envoyée par le président de la CTS. Bon, j'avoue qu'on a été surpris. Nous, on s'attendait plutôt tout simplement à ne pas arriver jusqu'à dans cet échange d'écriture et tout ça, et que rapidement, la CEMA dise effectivement peut-être qu'il y avait des problèmes techniques ou de communication entre eux, et que ça se règle tout normal. Mais on ne s'attendait jamais à ce que ça se pose comme un réel problème, parce que pour nous, il ne devait pas avoir de problème. L'accord concerne toutes les régions du Nord, il concerne tout le Mali. La question de l'inclusivité a été encore une fois rappelée sérieusement et avec rigueur dans le pacte pour la paix qui a été signé récemment, et que tout le monde a pris un engagement. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a un problème de communication ou il y a un problème d'incompréhension. Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, il est temps de poser la question de la sincérité, de la bonne foi de l'ensemble des acteurs quant à mettre en œuvre cet accord avec célérité
particulièrement dans sa dynamique inclusivité, qui est un élément aujourd'hui fondamental sur lequel tout le monde aujourd'hui est exigeant et intransigeant. D'accord. Alors vous, Maître Touré, quelle observation faites-vous des propos de Monsieur Mohamed Ousmane? Merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission et j'en profite pour dire également bonsoir à tous vos auditeurs de Studio Tamani. Moi, je pense que le frère d'en face, il a dit des choses qui m'interpellent et qui sont assez intéressantes parce que les dynamiques de groupe, les logiques de création des groupes armés, et les logiques de cession, de recomposition constituent un facteur très très compliqué qui n'est pas du tout simple à comprendre. Si on regarde les groupes armés dans leur configuration, on se rend compte que tous les problèmes qu'on a dans le cadre de ce processus, on a eu les prémices de ces problèmes depuis la signature à Alger, où il y a eu des mois et des mois avant qu'on parvienne à mettre les groupes sur la même longueur d'onde, à signer d'abord l'accord. Une fois l'accord signé également, la mise en œuvre, il l'a rappelé tout à l'heure, il y a une grande interprétation sur l'article 67 de l'accord qui parlait des groupes signataires en définissant, en essayant de donner un contenu aux groupes signataires à compter de l'instant T de la signature ou pas. Donc cela ayant été surmonté, mais ça continue encore dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme opérationnel de coordination. Moi, je pense que la question de la bonne foi, c'est quelque chose de pertinent. Il ne faut pas également essayer d'éluder cette question dans la mesure où le mécanisme opérationnel de coordination, en tout cas, a commencé à fonctionner à Gao et à Tombouctou. En ce qui concerne Kidal, le point d'orgue, c'est que, en tout cas, la CMA affirme qu'il y a un problème de communication. Moi, ce que j'ai lu comme élément, c'est qu'il s'agissait simplement, dans le cadre de l'entente de 2017, des groupes locaux, des groupes armés locaux, c'est-à-dire des groupes armés qui sont issus de Kidal. Donc, ce sont ces groupes qui, selon eux, étaient habilités à rentrer dans le cadre du MOC dans cette ville-là. De l'autre côté, également, au niveau de la CPE, au niveau également de la médiation, et nous autres observateurs, nous pensons que c'est un argument qui peut être écrit dans cet accord, mais dont l'interprétation peut être un frein vraiment à la dynamique de mise en œuvre de l'accord dans sa dimension MOC. Dire que c'est les groupes locaux simplement de Kidal qui sont habilités à rentrer dans le MOC, ça suppose simplement que Kidal est une entité, en tout cas, qui n'est pas du tout pareille que Tombouctou, Gao, Menaka ou Taoudeni. Et les craintes et les réticences, en tout cas, que nous avions par rapport à cette nouvelle enclave ne peuvent que se renforcer au vu de ces nouveaux éléments, en interdisant l'entrée des groupes armés de la coordination du mouvement de l'entente. Du mouvement de l'entente plutôt. Donc ça dénote du fait simplement que, et en réalité, au-delà des affirmations, Kidal, en tout cas la CMA, n'est pas du tout prête à ce que les choses reviennent sous une certaine forme à Kidal. Ils veulent avoir le contrôle total du pouvoir ainsi que de la sécurité dans cette ville. D'accord. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter M. Ould Sidati. L'accord qui est conclu prévoit que les mouvements non signataires sont intéressés dans les lieux où ils se trouvent. Cela veut dire que si localement nous avons des mouvements non signataires à Kidal, à Meraka, à Gao, ou dans n'importe quel lieu où ils se trouvent, ils sont inclus dans le processus de désarmement et de cantonnement. Donc le principe, c'est qu'au niveau de Kidal, il n'y a aucun mouvement non signataire. Alors, Monsieur Mohamed Ousmane, que dites-vous de ces propos? Bon, là, je prends Ould Sidati au mot. Si c'est une question de présence, là, il ne quittera pas Ber, parce qu'on ne connaît pas d'éléments qui répondent à Ould Sidati en dehors de Ber, ou quelques éléments dans la commune de l'Al-Moustrat. On vient de mettre en place les autorités intérimaires sur toute l'étendue des régions du Nord. Ould Sidati a voulu être représenté partout, au nom de son mouvement. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Si on applique cette règle que vous êtes là où vous êtes, mais lui, il ne dépassera pas Ber. Il ne sera même pas à Tombouctou. Donc c'est ça la question. Chacun va interpréter à sa façon. Aujourd'hui, nous pensons qu'il s'agit d'un accord. Il s'agit d'acteurs du processus. Si c'est ça sa définition en fonction des réalités du terrain, je rappelle à Ould Sidati que sa réalité du terrain à lui se limite au village de Ber.
C'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Alors, Maître Touré, est-ce que vous avez eu écho du contenu du consensus de 2017 ? Les éléments que moi j'ai eus sur le consensus de 2017 sont des éléments assez épars parce que, vous savez, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que moi, qui circule, hein. Donc, on n'a que des bribes d'informations. Mais la façon dont ça a été expliqué tout à l'heure, ça va en droite ligne des informations que nous avons par rapport à cet élément-là. Effectivement, je pense que, vous savez, de l'accord jusqu'aux documents annexes, les engagements et tout ce qui s'ensuit, on a toujours ce même problème récurrent d'interprétation. Nous sommes en face d'une situation politique et sécuritaire avec des notions floues qui peuvent être interprétées de manière différente par chacune des parties. Vous savez, c'est l'un des gros problèmes même de cet accord, alors qu'en réalité, c'est ce que l'accord pouvait nous offrir de meilleur, c'est-à-dire nous donner la possibilité nous-mêmes de nous entendre sur les éléments, de leur donner un contenu tel que par exemple l'armée recomposée, l'armée redéployée, etc., etc. Donc toutes ces notions Azawad et tout le reste, l'accord nous a donné la possibilité maintenant de trouver un cadre de règlement durable de ce conflit par la définition de mécanismes propres et consensuels que nous-mêmes, on va trouver ensemble. Et dans la mise en œuvre de l'accord, les organes qui sont chargés de cela, ça c'est le CSA, et le CSA est composé par tous ces organes, et tous ces groupes armés, notamment les gens de la coordination également, sont membres du CSA. Donc à partir de là, moi je pense que le fait d'appartenir à ces mêmes structures de mise en œuvre de l'accord, qui interprètent des notions ensemble comme la police territoriale et tout ce qui s'ensuit, il ne devait pas y avoir de problème par rapport à la présence physique de ces groupes-là au niveau de Kidal. Mais moi je pense sincèrement que c'est des petits problèmes qui sont surmontables parce que l'accord même nous dit que en dehors même des textes écrits, nous avons la possibilité d'aller vers des arrangements, nous avons la possibilité d'aller vers également des ententes qu'on peut faire maintenant dans le cadre de la mise en œuvre intelligente de cet accord. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas incontournable. Ça ne va pas durer, à mon sens. Ils vont certainement se mettre d'accord et maintenant, à quelles conditions, ça, je ne pourrais vous le dire. Mais ça me paraît vraiment surmontable comme difficulté. D'accord. Alors, oui. Ce que je vais juste rappeler encore toujours pour éclairer cette position, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de cet accord, les communautés sont imbriquées les unes des autres. Chacun aujourd'hui a les droits et il a raison de dire qu'il peut être à Kidal, tout comme il peut être à Menaka, tout comme il peut être à Tombouctou. Je donne un exemple. Je prends l'exemple sur mon mouvement, la CPA. Je prends un exemple sur une seule de ces bases, Sumpi par exemple. Après Sumpi, les hommes qui sont là-bas en armes, c'est des hommes qui sont ici, des communautés souvent qui sont jusqu'à Mopti. Des communautés qui sont des Taoudani. Des communautés qui sont aussi d'une partie de Gao, du groupement de Gao. Ils sont à Sumpi. Je prends l'exemple sur une autre base encore de la CME où les MSA et les FPA sont, ça c'est à Tilemsi. Un autre poste de la CPA qui est dans la zone de Tarkent. Ces gens qui sont là-bas, c'est des hommes armés, ils sont obligés de se regrouper. Ils se réclament de communautés qui sont à Kidal, qui sont à Menaka, qui sont à Gao. Donc c'est pour dire qu'encore, je ramène le problème de bonne foi et de sincérité. L'argumentaire et la définition que Oulsidati a de la réalité du terrain ne l'arrange même pas lui. Si on applique cet argument, c'est lui qui sera lésé. Exactement. Et non les autres. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors, Maître Touré, pensez-vous réellement qu'on peut trouver une solution à cela rapidement, comme vous venez de le dire ? Oui, moi je pense que la solution, elle est toute trouvée. Simplement, il faut identifier les leviers d'action sur lesquels jouer pour qu'on revienne à la raison. Parce que moi, je pense qu'il faudrait revenir à la raison. Imaginez par exemple que Gao, Tombouctou, Menaka ou Taoudeni également posent le même principe. Vous voyez que tous les groupes armés également, originaires de Kidal, qui ont la prétention en tout cas d'avoir un Azawad qui s'étend jusqu'à Douanza, vous voyez un peu, il y a des contradictions un peu dans toute cette affirmation. Moi, je pense qu'il faudrait revenir très vite à la raison, accepter l'entrée des groupes identifiés pour le mécanisme opérationnel de coordination et ne pas retomber dans cet éternel recommencement sur la base vraiment d'argumentaires qui, à rebours, peuvent se retourner contre vous-même. Les groupes armés de Kidal étaient à Gao, sont à Gao, à Tombouctou, partout. Pourquoi les groupes armés des autres communautés, en plus les communautés, les dynamiques communautaires au nord, quel groupe peut se prévaloir d'une homogénéité ethnique à 100%? Il n'y en a presque pas.
Je peux être de Tombouctou, mais je fais partie d'un groupe armé actuellement qui est positionné à Kidal, ou à Ménaka, ou à Taoudénit. Donc personne ne peut se prévaloir simplement de cette homogénéité ethnique. Et les revendications même de la CMA, simplement, c'est que la CMA est multiethnique et que le territoire est aussi vaste, en tout cas, que leur ambition. Donc aujourd'hui, venir parler simplement de Kidal, ça rentre en contradiction totalement avec leur velléité et leurs desseins initiaux. D'accord. Alors, M. Mohamed Ousmane, comment la situation se présente en ce moment? Est-ce qu'il y a eu des demandes de consensus, de pourparlers? Bon, nous pensons qu'il y aura une solution, parce que d'abord, il faut comprendre le problème de cette façon. La question des éléments qui ne sont pas partis à Kidal, c'est une question qui est réglée à un niveau et n'est pas réglée à un autre. Aujourd'hui, elle est réglée en ce sens que ces éléments, dans tous les cas, vont intégrer dans le cadre de l'armée reconstituée. Ça, c'est déjà OK, c'est clair. Donc, c'est soit Kidal, soit ailleurs. Maintenant, il y a la question spécifique au MOC, qui est une disposition transitoire des différents arrangements sécuritaires où, une fois qu'ils sont intégrés, on doit les mettre à la disposition du MOC pour conduire les missions du MOC. Maintenant, dans ce cadre également, il y a de l'espoir. Parce que je ne pense pas que le président de la CMA que je connais, Al-Abbas, je ne pense pas qu'il fera un frein à la mise en œuvre de cette disposition. Parce qu'il s'agit quand même de la sécurité de Kidal. Et je ne crois pas qu'il puisse sous-estimer l'impact en termes de sécurité que ces éléments-là pourraient apporter à Kidal. Parce que c'est une zone également, effectivement, qui vit son insécurité, tout comme les autres régions. Ça, c'est... Deuxièmement, il y a une histoire. Vous savez, il y a une logique. Ces gens-là tous appartenaient au même mouvement au départ. Toute la CME a été au départ emmenée là. Ils étaient tous des belligérants ensemble. Ils ont été emmenés là ensemble. Avec le temps, il y a eu des récompositions, il y a eu des visions, il y a eu des incompréhensions, il y a eu beaucoup de choses, des réalités. Mais ces gens-là, ils ont fait la guerre ensemble jusqu'aux accords. C'est dans la mise en œuvre de l'accord que les gens n'ont pas eu la même compréhension, la même interprétation de certaines choses, la même façon de voir, la même patience. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a amené tout cela? Ce qui l'a amené, justement, c'est inhérent à beaucoup d'individus. Lorsque vous pensez que vous avez gagné une victoire, et il y a toujours des gens qui n'ont pas la capacité de partager. Ça, c'est la première définition ou la première interprétation qu'on peut donner à ce genre de comportement de ne pas accepter l'autre avec toi. Peut-être que tu penses qu'il y a une situation à partager, il y a un prestige à partager, ou une autorité, ou des dividendes, ou des décisions à partager, et tu viens en avoir le monopole. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on parle de gouvernance, de bonne gouvernance, on parle de démocratie, on parle des droits à chacun de participer. Et il y a des hommes aujourd'hui qui n'acceptent pas aujourd'hui ne pas être consultés dans certaines décisions ou dans certaines distributions de rôles ou de pouvoirs ou même d'avantages. Donc ça, c'est des choses avec l'accord, ça a commencé à se faire voir. Et ça a amené beaucoup de communautés assez importantes, beaucoup de regroupements d'hommes armés importants, à prendre les responsabilités, à s'assumer. Tiens, ça, nous l'avons mené jusqu'au bout ensemble. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ça s'est fait sans nous. Et cela ne peut être possible. Et il faut ajouter à cela qu'il y en a en réalité qui sont signataires de l'accord. Aujourd'hui, je vois les gens, ils disent groupe non signataire. Nous, en réalité, nous acceptons seulement pour ne pas engager une polémique. Nous sommes signataires de l'accord. Mais au nom de notre besoin de donner la possibilité à tout le monde d'être à l'aise, parce que le terme non signataire, ça permet d'avoir le plus large, mettre à l'aise le plus grand nombre. Parce que construire la paix aussi, c'est de ne pas vexer les gens. Donc il faut se plaire dans ce qui amène les gens à être ensemble. Nous nous plaisons quand on nous appelle ensemble avec d'autres frères, tels que les Gandele Salizo, tels que les Gandeizo, qu'on nous appelle ensemble, groupe non signataire, au nom de cette solidarité, à ce que certains ne se sentent pas plus importants que d'autres, nous acceptons qu'on nous appelle non signataires, sinon nous sommes signataires. Nous sommes d'ailleurs les vrais signataires. Alors, Maître Touré, votre réaction par rapport à cela? Je pense que quand on lit, en tout cas, les dispositions de l'accord, notamment l'article 67, je pense, cet article précise simplement que les signataires de la plateforme et de la CMA sont les entités qui composaient ces groupes au jour de la signature. Je pense que la CPA était une entité, en tout cas, qui a signé également, mais l'accord
dans l'article 67, ne parle que de la coordination et de la plateforme, mais ne parle pas de la CPA, quand bien même la CPA était également signataire. Je pense que la CMFPR également, la CMFPR 2 également avait signé, et c'est pourquoi la coordination qui existe aujourd'hui encore avec Ganda Lassalizo et beaucoup d'autres groupes qui sont nés postérieurement à la signature de l'accord, sont taxés d'être des groupes non signataires. Comme il le dit, par solidarité, eux, ils acceptent cette appellation alors même qu'eux, ils étaient signataires. Mais n'étaient-ils pas tous présents lors de... La coordination de la CPA était signataire, la CMFPR 2 était signataire, mais la CPE est constituée, comme il l'a dit tout à l'heure, d'autres groupes, n'est-ce pas, qui n'étaient pas et qui n'existaient pas au jour de la signature encore, du moins qui ne faisaient pas partie des grandes coalitions. Mais c'était la même personne. Ça, je ne pourrais pas le dire, c'est lui seul qui pourra le dire. Mais ce qui est certain, simplement, ce que moi j'ai compris dans ce processus-là, c'est que l'accord issu du processus d'Alger, moi, dans mon entendement, avait été signé vraiment pour qu'on mette fin à la guerre, pour qu'on dépose les armes, et que le cadre politique qu'il nous offrait, qu'on le défriche pour qu'on puisse avancer totalement. Mais au fil de l'évolution des événements, je me rends compte simplement qu'au lieu du règlement durable des causes du conflit, on est en train de faire une mise en œuvre qui est basée sur le partage du pouvoir, voire même du territoire. Parce que quand on parle de pouvoir, on parle également de positionnement par rapport aux insertions dans les forces armées de sécurité, avec beaucoup de conditionnalités qui sont prévues. Et quand on parle également de partage de territoire, et là, la preuve, elle est là que les groupes armés qui se trouvent sur une portion de territoire maintenant ne peuvent rentrer que dans le MOC de cette portion de territoire. Donc, en réalité, le vrai problème, c'est que on a un tout petit peu dévié et la seconde vocation de l'accord qui porte sur le règlement durable du conflit en l'amenant vers le partage de pouvoir et de territoires entre l'État et les groupes armés. Donc quand on est dans une situation comme ça, les configurations du contexte font que beaucoup de groupes également naissent et ne veulent pas être en marge. Parce que seuls les groupes qui ont en tout cas des armes sont considérés dans le cadre de ce partage et d'autres sous-groupes également naissent ou d'autres communautés qui ne se sentent pas représentées par certains groupes constituent également des groupes pour pouvoir rentrer maintenant dans le jeu et pouvoir bénéficier des retombées du règlement de la crise maintenant par la mise en œuvre de l'accord. Donc, comme tout problème relatif au partage du pouvoir, moi je pense que c'est un problème qui est normal. Parce qu'on est sur une question de partage de pouvoir et d'espace également. Donc, mais dans le cadre de la mise en œuvre rapide de l'accord de paix, direz-vous que c'est un frein à cela ? Dans le cadre de la mise en œuvre rapide de l'accord, moi je pense que ça peut être un frein. Parce que un frein pour la mise en œuvre de l'accord dans sa dimension règlement des causes profondes du conflit. Mais pas le partage de pouvoir et de territoire. Cet aspect-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision de l'accord. La partie de l'accord, moi, qui m'intéresse sincèrement, c'est vraiment le règlement durable du conflit à travers ses causes profondes. Mais ce qui concerne maintenant le partage de pouvoir, peut-être qu'une fois que le pouvoir est partagé, le pouvoir va s'exercer sur une population, il va s'exercer également sur un territoire. Peut-être à partir de là, on va essayer de trouver les mécanismes pour régler les causes profondes du conflit. Et pour moi, donc, il y a une inversion simplement de la logique qui consistait soit à régler les causes profondes du conflit, soit à procéder au partage du pouvoir et du territoire maintenant, quitte en reportant maintenant le règlement durable des causes du conflit à une date ultérieure. Moi, je pense que c'est une question qui est tout à fait normale. Les groupes armés sont jalouses, elles sont toutes armées, et chacun veut être représenté dans le cadre du partage de ce pouvoir. D'accord. Alors, Monsieur Mohamed Ousmane, que dites-vous, que pensez-vous de ce que Maître Touré vient de nous avancer concernant le partage du pouvoir ? Bon, d'abord, je vais le répéter un peu. L'accord, comme son nom l'indique, c'est un accord pour la paix et la réconciliation. Ce n'est pas un accord de paix. Donc ça veut dire que c'est dans sa mise en œuvre en réalité que nous devons ensemble construire la paix. Notre mécanisme, notre façon de faire doit nous amener à la paix. Et je pense aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous devons revenir à la question de sincérité et de bonne foi par rapport à la mise en œuvre de l'accord, par rapport à aller vers cette paix. Donc, de ce point de vue, si on est de bonne foi et sincère, pour moi, les questions d'inclusivité des mouvements armés, parce que l'accord, c'est entre les mouvements armés et le gouvernement, l'accord d'inclusivité des mouvements armés, pour moi, ça ne doit même pas se poser un problème, parce qu'on ne peut pas avoir une paix tant que d'autres personnes sont détentrices d'armes en dehors des cadres nationaux, des cadres internationaux.
Et on doit passer à autre forme d'inclusivité, notamment l'inclusivité des femmes, dont il est question, l'inclusivité des jeunes. Aujourd'hui, ça vient dans l'actualité, alors qu'on n'a même pas fini de régler l'inclusivité même de ceux qui sont détenteurs d'armes. Donc je dis aujourd'hui, c'est la question de la bonne foi, du bon sens, de la logique et de la sincérité par rapport à ça, qu'il faut mettre à la table et puis qu'on dépasse ça, quoi. Et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative que de désarmer. Et pour désarmer, il faut inclure tout le monde dans le processus. Il faut donner à chacun une part de responsabilité, en tout cas par rapport à son niveau. Ça, c'est extrêmement important. Et pour aller à la paix, il faut aussi inclure les autres, même s'ils ne sont pas armés, parce que la paix, c'est dans un débat inclusif que les mécanismes qui vont garantir une paix durable vont jaillir. Je crois que c'est ça, c'est cette approche qu'on doit développer aujourd'hui pour aller très rapidement. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. L'actuel gouvernement, aujourd'hui, donne de l'espoir. Les mécanismes qui sont mis en place, en tout cas pour ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord, je ne parle que de la mise en œuvre de l'accord, les mécanismes mis en place, notamment la façon dont l'action gouvernementale est coordonnée à partir d'un seul ministère, et la façon dont aujourd'hui ce ministère travaille avec les acteurs pour la mise en œuvre de l'accord, nous a permis aujourd'hui de voir rapidement des résultats tangibles. Et c'est grâce à ça qu'il a été possible de faire ce DDR accéléré. N'était ce qui n'était pas prévu, la situation de Kidal, que j'espère va se gérer demain ou plus tard le jeudi avec la CTS, qui doit se réunir le jeudi. Nous espérons que ça va se régler. Ça, c'est un. Deuxièmement, si aujourd'hui on n'est pas arrivé à l'extrême violence par rapport au découpage territorial, c'est parce que tout simplement également, à ce niveau, le gouvernement a fait des grands efforts pour rassurer en tout cas les mouvements que ce qui sera discuté fera l'objet des débats dans un autre cadre de concertation au niveau national qui permettra à chacun d'intégrer ou de critiquer ce qui lui paraît être dangereux, ce qu'on appelle entre guillemets les stigmates de la division ou des choses comme ça. En tout cas, les gens auront encore l'occasion à un débat national de poser ces problèmes ou de voir si est-ce qu'ils ont la possibilité de participer à ces débats de proximité au niveau de la construction nationale à travers leur collectivité. D'accord. Alors, Maître Touré, vu les mécanismes que M. Mohamed Ousmane vient de nous citer tout de suite, quelle est la responsabilité des acteurs ? La responsabilité des acteurs, c'est l'article 51 de l'accord qui nous le dit. L'obligation de bonne foi pour la mise en œuvre des mesures qui ont été convenues au sein de cet accord. Mais il ne faut pas simplement s'arrêter à ça, parce que, comme je l'ai dit depuis le début de mon intervention, que l'accord issu du processus d'Alger donne également une porte d'ouverture. Et je vais vous citer par exemple un point portant sur la coordination du mouvement du MOC par exemple. La coordination au jour d'aujourd'hui ici n'est pas visée comme étant un organe dans lequel maintenant le commandement du MOC va partir. Le commandement du MOC tel que c'est prévu dans l'accord va être pris en charge par un officier issu de l'armée malienne, secondé par un officier de la CMA et un autre également de la plateforme. Donc jusque-là, on ne parle pas encore du mouvement de l'entente. Donc si on doit mettre en œuvre également cette disposition de l'accord, vous vous rendez compte simplement que les mouvements de l'entente également vont peut-être avoir à redire dans le cadre de leur intervention. Ils vont peut-être dire qu'ils ne pourront pas continuer toujours à être dans les commandements sans pour autant également être à un certain niveau de responsabilité. Donc c'est un véritable, en tout cas, partage du pouvoir qui se dessine et les rapports de force feront que maintenant l'équilibre pourra être trouvé. Ils sont tous membres du comité de suivi de l'accord. Et comme il a dit, d'ici jeudi, je pense que ça, c'est quelque chose de parfaitement surmontable. Le volet sécuritaire, moi, je pense qu'au niveau des groupes armés et de l'État, la communauté internationale, elle va trouver une solution très, très rapidement. Alors, M. Ibrahim Ag, on parlait du blocage des groupes non signataires à la porte de Kidal. Quelles sont les raisons concrètes de ce problème ? Bien, merci bien. Excusez d'abord du retard. La question est certainement d'actualité. On en entend parler dans
dans la presse, les réseaux sociaux. Et les raisons, je dirais d'abord qu'il y a le premier problème, c'est un problème de principe et du mode opératoire quand même, des principes consensuels. Et que voulez-vous dire par le mode opératoire? Très bien. En 2017, effectivement, il y a eu une opération du même genre pour les bataillons MOC de Gao. Et cette fois-ci, comme tout le monde le sait, avec le DDR accéléré, qui a commencé et bouclé du mois de novembre. Et il s'est trouvé que juste vers la fin, précisément entre le 26 et le 28 du mois de novembre, on apprend à Kidal qu'un groupement de 175 personnes ici de ce qu'on appelle communément les GANS sont à la porte de Kidal et ils doivent intégrer, enfin faire des processus de DDR accéléré à Kidal. Donc ça a été d'abord une sorte de surprise. Ce n'était pas... Tout le monde s'attendait à 200 éléments de FAMA, 200 éléments de la plateforme, 200 éléments. On a intégré ça dans nos calculs et puis tout à coup, voilà, sans presque consultation, les 175 étaient là. Je pense qu'il y a eu une prise de décision un peu unilatérale. On n'est pas contre les principes, on est contre les principes de prise de décision unilatérale. Il y a un cadre de concertation que tout le monde connaît, c'est le CTS, qui est bien sûr supervisé par un commandeur en chef de la MINUSMA, oui, donc qui a pris cette décision sans concertation ni consultation. Voilà, ça c'est le premier aspect. Voilà. Alors, M. Mohamed Ousmane, vu les propos de M. Ibrahim Ag, que pensez-vous de cela, vu qu'il nous parle de surprise? D'abord, permettez-moi de saluer mon aîné Ibrahim qui vient d'arriver. Moi, peut-être que Ibrahim et moi, nous ne participons pas dans le même cadre de discussion sur ces questions, mais je crois qu'il n'y a pas eu de surprise par rapport à ça, parce que les représentants de la CEMA et de la plateforme avec qui nous discutons lors de nos réunions hebdomadaires, ce qu'on appelle la partie malienne du CSA, y compris les documents même qui a permis le démarrage du MOC, nous avons fait ces débats ensemble. Jusqu'à ce que les documents soient signés par la CEMA, la plateforme et le gouvernement. Donc je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il y a eu de la surprise, parce que nous avons fait ces débats avec des représentants de la CEMA et de la plateforme. Maintenant, le mécanisme de communication entre les représentants dans ces débats, avec leur hiérarchie, ou même Ibrahim qui est le porte-parole, je ne peux pas en juger. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons fait cette discussion et on est même arrivé à un document qui a été signé par l'ensemble des parties pour régler les questions et permettre le lancement. Et on était ensemble au lancement du MOC de Gao. Aussi, je me rappelle très bien les propos du coordinateur du MOC. Et c'était très clair que c'est un MOC qui concerne non seulement la CEMA, la plateforme, mais aussi les GANS. Et au niveau de Gao, Tombouctou et Kidal. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Oui, M. Ibrahim, oui, allez-y. Merci. Bon, maintenant, je disais tout à l'heure qu'on doit faire une sorte de distinguo entre le principe dans son ensemble et le mode opératoire. Je ne vais pas aller dans une polémique improductive, bien sûr, pour dire que tel ou tel peut-être a manqué à son devoir. Quand j'ai parlé de surprise, effectivement, c'est par rapport... Le principe, il est acquis. Le principe, effectivement, d'intégrer les GANS dans les bataillons, il est acquis.
Il y a eu le dernier document qui a été, c'est une note explicative qui tient lieu des notes d'instruction pour l'ensemble presque du processus du DDR accéléré, dans lesquels effectivement on fait allusion, on l'a cité dans le paragraphe 2, où on peut effectivement accepter l'inclusivité suivant les affinités locales. Mais où se situe le problème? Le problème d'abord, j'ai dit que nous, on est un tout petit peu déçus par l'unilatéralité de la décision. Nous, la CMA dit que la décision a été prise par les commandeurs en chef sans même consultation du CTS. Et ça, les gens du CTS, ils peuvent les CTS, j'espère que vous savez, enfin, j'ai pas besoin de définir ce qu'est le CTS. Certainement, il est parti du fait qu'il y a eu les mêmes programmes en 2017, donc il a renouvelé tout simplement peut-être la même formule en décidant sans concertation. En tout cas, la CMA n'a pas été concertée et nos gens de la CMA au sein du CTS n'ont pas été concertés et ça c'est vérifiable. Donc là, on a dit voilà, on nous met souvent devant les faits accomplis. Ce n'est pas une première en fait dans la mise en œuvre de l'accord et c'est une chose qu'on dénonce et cette fois-ci on la dénonce encore une fois de plus parce que il n'est pas acceptable qu'on dénonce une méthode de travail et qu'on l'accepte pour d'autres raisons. Le principe en lui-même, on n'a pas de problème particulier pour le principe d'intégration des GANS. C'est seulement la méthode qui a été un peu, si je veux dire, un peu unilatérale. Donc, on a rappelé le commandeur en chef pour lui dire, écoutez, nous sommes toujours disposés à discuter, se concerter et trouver les meilleures voies et moyens pour que ces petits problèmes, entre guillemets, ne soient plus. D'accord. Alors, Maître Ben Momata, oui. Non. Bon, moi, je pense que, comme on l'avait dit avant l'arrivée du doyen, que c'est certainement un problème de coordination à écouter. En tout cas, les uns et les autres, on se rend compte simplement que c'est un problème qui relève du surmontable. Si le principe est déjà acquis, moi je pense que cela est rassurant. Maintenant, le reste, c'est la mise en œuvre et le mode opératoire. Et des informations n'ont pas été données en temps utile par qui? Je pense que moi, je ne saurais le dire ici. Mais ce qui est certain simplement, c'est que ce MOC, il a vocation à s'appliquer en tout cas sur toute cette zone du territoire. Et personne ne peut contester cela. Les engagements ont été pris dans ce sens. On vient de sortir de la signature d'impact pour la mise en œuvre accélérée. Des déclarations également ont été adossées à cela. Moi, je pense qu'on va accuser quelques jours de retard, mais dans l'ensemble, in fine, on trouvera la solution pour que les groupes qui sont encore à la porte de Kidal puissent rentrer. Parce que le nombre, c'est même 175. Moi, je pensais que c'était même un peu plus que ça. Et donc, là où on parle de 200, s'il n'y a que 175, peut-être le problème des affinités locales peut se poser. Ça, c'est une question que je ne maîtrise pas. Mais c'est une notion qui me paraît quand même assez floue dans le cadre d'une dynamique de recherche de paix et surtout de cohésion, de reconstruction de la cohésion sociale. Pour moi, les affinités locales, c'est des notions qu'il faut peut-être expliquer pour que tout le monde comprenne, y compris également nous autres qui sommes observateurs et fils de ce pays en attente d'une solution, en tout cas durable, de ce problème. Alors, qu'avez-vous à répondre à cela, M. Ibrahim? Bien, ce n'est pas tout à fait affinité, c'est juste pour dire que on doit comprendre que les groupes qui n'ont pas une base dans un lieu, dans une région par exemple, devraient être intégrés dans la région de sa base ou la plus proche quand même possible. C'est-à-dire que si par exemple la CMA n'a pas une base à Tombouctou, par exemple, c'est un exemple, en principe on ne doit pas envoyer des gens de Kidal à Tombouctou.
c'est juste plus facile, plus cohérent que les gens soient cantonnés là où ils ont des bases. Mais est-ce que c'est le cas de ces 175 éléments? Oui, ils n'ont pas de base, à ma connaissance, ils n'ont pas de base à Kidal. Ils ne sont pas basés à Kidal. Alors, monsieur Mohamed Ousmane. Bon, vous savez, on vient de répondre tout à l'heure, c'est Oussidati qui a lancé ce débat de réalité du terrain, et ma réponse a été claire. J'ai dit, si on prenait la réalité du terrain, Oussidati ne quitterait pas Ber. Il n'allait pas prétendre envoyer des éléments à Gao, ni même à Tombouctou, ni même à Menaka, encore moins à Kidal. Maintenant, j'ai défini ma façon de comprendre la réalité du terrain. J'ai dit, les bases militaires, ce n'est pas comme des campements de population. Les campements de population, vous les trouverez sur tous les territoires. Mais les bases militaires, c'est des regroupements d'hommes et d'armes. J'ai pris 2 exemples pour notre cas. Je dis, quand vous prenez Sumpi, les hommes en armes qui sont là-bas, ils sont des Mopti, ils sont des Taoudeni, ils sont des Tombouctou, et pourtant ils sont à Sumpi. Leur famille, leur campement partout. Quand vous prenez Tinauka, les MSA et les FPA qui sont là-bas, ils sont des Gao, ils sont aussi des Kidal, particulièrement les gens qui sont à Ersan, qui sont de la CPA aujourd'hui, dont le poste est ouvert. C'est la communauté Idna, dont les combattants sont enregistrés aujourd'hui à la CNE. Ils sont à Kidal, leurs communautés sont à Kidal. Maintenant, il y a le principe de la réciprocité. Nous avons vu au commandement du MOC, des fils de Kidal, de Gao. Le commandement du MOC de Gao, vous avez des fils de Kidal qui commandent le MOC à Gao. Donc, au nom du principe de la réciprocité, Gao est de Kidal et Kidal est de Gao. Kidal est de Tombouctou, Tombouctou est de Kidal. C'est ça on dit. Maintenant, si Oulsidati amène cette règle, je suis désolé, je vais dire à Oulsidati, alors tu restes dans le village de Ber. Parce que ton MAA n'existe nulle part qu'à Ber. Ça, c'est la définition que j'ai notée. Je dis, il y a les autorités intérimaires. Ils veulent être partout, même à Mopti. La CEMA, ou les MNLA, ou les HCIA, ou les ils veulent être partout. Au nom de quelle base? Mais c'est au nom de l'accord. Mais c'est cet accord-là que nous revendiquons tous. Et c'est ce pays unique-là que nous revendiquons tous. Donc des zones ne peuvent pas faire exception. Alors, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Hein? Et puis voilà. Je me répète juste, je l'ai déjà dit. Okay. Oui, Maître Touré, vous voulez réagir par rapport à cela? Moi, je pense que ça me conforte dans mon analyse. Hein. Franchement, moi, quand j'entends le doyen parler d'affinité locale et donner les éléments d'explication, ça me conforte simplement dans la posture qui consiste à penser que, effectivement, là où on a une base, on exerce un pouvoir sur cette portion de territoire. Et donc, dans leur conception, il est logique simplement que le mécanisme de coordination se fasse au niveau de cela. Kidal étant une enclave, parce que lorsque ce qui s'est passé en 2012 avec la réinstallation de MNLA à Kidal, on sait qu'il n'y avait pas énormément de groupes qui n'étaient pas dans la CEMA qui étaient là-bas. Donc maintenant, le tout est de préserver en tout cas cette partie de pouvoir pour ne pas la partager au maximum avec les autres groupes armés. Et peut-on espérer bientôt une réelle avancée comme le souhaitent beaucoup de... Moi, je pense que l'avancée, elle est déjà là. Hein. Le fait déjà de parler de ce problème est une avancée. Le doyen nous a dit ici tout à l'heure que le principe étant acquis, le reste simplement, c'est des réglages purement techniques qui ne sont pas au-dessus de la bonne compréhension des uns et des autres. Je pense qu'ils vont trouver les bons mots pour les calmer et leur parler dans un langage beaucoup plus compréhensible. D'accord. Et vous, monsieur? Oui, moi, comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai dit, connaissant l'actuel président en exercice de la CEMA, notamment à la base Guintane, le connaissant, vous savez, il y a des choses, ce n'est pas la peine de les discuter. Il y a des réalités, il y a des spécificités, il y a des problèmes que chacun a. Et chacun veut régler ses problèmes avant de nager dans des situations. Ça, on peut le comprendre. Mais je dis, l'homme que je connais, je suis sûr et certain que sur cette question, il en mesure l'ampleur, la gravité. Je suis sûr qu'il va contribuer à trouver une solution. Ça, j'en suis convaincu. Okay. Et j'ai même dit probablement, demain ou à la CPS prochaine, d'ici jeudi, ça va se régler. Donc j'y crois. Alors et vous, monsieur Ibrahim Ag? Oui. Un mot de la fin, oui. Oui, moi
je peux dire que je peux assurer les autres parties que le problème va être réglé effectivement parce que, en fait, c'est juste un problème de détail qui ne vise pas presque spécifiquement, je l'avais dit tantôt, il ne vise pas spécifiquement ces petits problèmes. Un peu au-delà de ces problèmes, c'est toujours le problème des décisions unilatérales. Ça, je l'ai dit, je le confirme, qui est le fait accompli. La CMA essaie par tous les moyens à ce que toutes les décisions consensuelles prises d'un commun accord qui engagent la responsabilité de tout le monde soient prises de façon D'accord, merci M. Ibrahim Ag. Cela me fait ce débat sur le mécanisme opérationnel de coordination à Kidal. Un grand merci à nos invités, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, porte-parole de la CME, Ibrahim Ag Earth, porte-parole de la CEMA. Agouer. Ok, toutes mes excuses, Monsieur Agouer. Abdraman Ben Mamata Touré, avocat. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Salim Diouara, la régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.